Lorsqu'on sait en plus que Nicolas Sarkozy est avocat, lorsque tu contresignes tes comptes de campagne, ta responsabilité est engagée. Donc même si tu ne le savais pas, tu devais savoir. Ça faisait partie de tes responsabilités de savoir exactement ce qu'il se produisait. À minima, Nicolas Sarkozy a été négligent. À maxima, il est d'une moralité sujette à caution. Le procès Big Magno est censé normalement se tenir prochainement. Je crois que dès le printemps 2024, il devrait donc passer devant les tribunaux. 2024 va être une année très chargée judiciairement pour Nicolas Sarkozy. Il va vraiment passer de salle d'audience en salle d'audience. Ça va être un délire. L'accusation se fonde sur des écoutes téléphoniques de conversations entre Nicolas Sarkozy et son avocat, Thierry Herzog, ténor du barreau français, sur une ligne officieuse, deux téléphones prépayés achetés sous le nom donc de Paul Bismuth. Ce serait presque risible. Comme deux vulgaires dealers. Aïe, c'est le GSW. On va parler aujourd'hui de politique française. Vous êtes sans savoir que la Cour d'appel de Paris a confirmé cette semaine la condamnation de Nicolas Sarkozy dans l'affaire des écoutes dites Agibert Bismuth. Il y a pas mal de dossiers comme cela dans lesquels le nom de Nicolas Sarkozy revient pas mal. J'ai trouvé intéressant de vous faire un petit point des différents dossiers où il va y avoir des procès dans les mois voire les années à venir. Pour un ancien président de la République, c'est pas commun. Je pense qu'il y a pas mal d'informations à vulgariser, des faits assez importants à relever. Donc voilà, ce sera l'objet de la vidéo de ce jour. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Votre avis est très important. Laissez-moi cela en commentaire ou venez me suivre sur Instagram, SWDecrypt. Je poste pas mal de contenu à la fois sur Instagram comme sur Twitter ou encore Facebook. Donc si l'actualité au long cours, ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus sur mes différents canaux. On va pas prendre plus de temps. Il y a pas mal de dossiers à voir. Donc on va commencer dès à présent. Cette affaire, le nom de Nicolas Sarkozy revient parce qu'il a été suspecté d'avoir profité de l'état de faiblesse de Liliane Bettencourt, héritière du groupe L'Oréal, la deuxième ou la troisième femme la plus riche de France, voire même du monde, si je ne dis pas de bêtises. Sa fille aujourd'hui, parce que cette dame est décédée, et sa fille a été sa seule héritière, et elle est aujourd'hui la troisième ou quatrième femme la plus riche du monde. Donc on n'est même pas au niveau de la France. Et Nicolas Sarkozy a été suspecté d'avoir donc demandé de l'argent pour financer ses activités politiques ou son train de vie. Et après avoir été auditionné plusieurs fois, il a été placé sous le statut de témoin assisté. Plus tard, il a été mis en examen pour abus de faiblesse, trafic d'influence et recel. Nicolas Sarkozy a bénéficié d'un non-lieu en 2013. Les enquêteurs n'ont pas réussi à réunir les preuves nécessaires pour démontrer sa culpabilité. À savoir donc qu'à l'approche des élections de 1995, le gouvernement d'Édouard Balladur, dont Nicolas Sarkozy était ministre du budget, aurait accordé des commissions faramineuses lors de ventes d'armes au Pakistan et à l'Arabie Saoudite. Une partie de ces sommes serait provenue par des intermédiaires pour financer la campagne présidentielle d'Édouard Balladur, et Nicolas Sarkozy était hyper proche de Balladur. Il a trahi Jacques Chirac pour soutenir Balladur dans la présidentielle de 1995. Nicolas Sarkozy était donc son ministre du budget, mais également le porte-parole du gouvernement. Et celui qui a servi d'intermédiaire dans ce dossier, et reviendra pas mal dans les autres dossiers, c'est le sinistrement célèbre Ziad Takieddine, un personnage très sulfureux qui a beaucoup zoné dans les milieux politiques de droite, principalement, parce que son nom ressort dans un dossier concernant Jean-François Copé. Sur ces photos, nous avons donc Brice Hortefeux, ami d'enfance de Nicolas Sarkozy, en train de fricoter avec quelqu'un de très peu recommandable. Tout à l'heure, on verra Jean-François Copé en train de jouer dans la piscine du même Takieddine. Vous ne pouvez pas nous faire croire que ces gens qui pensent à tout laissent payer des vacances par quelqu'un de très peu recommandable. Ils acceptent des cadeaux luxueux de sa part. Ils ont été quand même ministre du budget et ministre de l'Intérieur au moment des faits. C'est grave quand même. Et on parle d'exemplarité.
Et donc en février 2014, les juges chargés du volet financier de l'affaire Karachi ont estimé nécessaire l'audition de Nicolas Sarkozy comme témoin assisté. Il a été entendu en mai 2017 afin qu'il s'explique sur l'aval qu'il a donné à ces contrats, qui sont des contrats très controversés. En juin 2020, 6 condamnations ont été prononcées par le tribunal correctionnel avec un procès en appel prévu normalement pour printemps 2024, tandis qu'en 2021, François Léotard et Édouard Balladur ont été relaxés par la Cour de justice de la République. La Cour de justice de la République, c'est une juridiction qui ne juge que les membres du gouvernement ou qui ont été membres du gouvernement et où il y a des éléments qui leur sont reprochés pendant l'exercice de cette fonction. Dans cette juridiction, il y a des magistrats de profession, mais je crois qu'ils sont minoritaires. Je vais faire des recherches et je vais vous les mettre à l'écran pour ne pas dire de bêtises. Et donc, ils sont reconnus pour être relativement sympas avec les hommes politiques qu'ils ont à juger. Que François Léotard et Édouard Balladur aient été relaxés, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'éléments à leur reprocher. En parallèle de ce dossier, le financement de la campagne présidentielle de 1995 d'Édouard Balladur a fait scandale et ses comptes de campagne auraient dû normalement ne pas être remboursés. Les entorses à la loi dans cette campagne étaient connues et si ces frais de campagne ont été remboursés, c'est uniquement parce que Roland Dumas, qui était donc président du Conseil constitutionnel à cette époque, c'est un homme de gauche très sulfureux, lui aussi. Il a été épinglé dans l'affaire Elf, par exemple. Il a utilisé donc les fonds de Elf pour entretenir sa maîtresse. Donc il n'est pas d'hyper bonne moralité. Et c'est ce monsieur, c'est sa voix qui a été prépondérante pour fermer les yeux sur les irrégularités qui ont émaillé la campagne de Balladur, mais également celle de Jacques Chirac. Ce qui est dramatique dans ce dossier, c'est que du sang d'innocents a coulé. Les Pakistanais se sont sentis dupés et ont organisé un attentat qui a tué des cadres français envoyés au Pakistan pour encadrer la construction de ces sous-marins. 8 mai 2002, Karachi au Pakistan. Un attentat suicide vient de provoquer la mort de 14 personnes, dont 11 ingénieurs français de la Direction des constructions navales, la DCN. L'attaque, jamais revendiquée, n'est toujours pas élucidée. Un temps évoqué, la piste Al-Qaïda est finalement abandonnée. C'est aujourd'hui la piste des rétrocommissions qui est privilégiée. Retour en 1993. Édouard Balladur est alors Premier ministre, François Léotard ministre de la Défense. À l'époque, la DCN est en lice pour vendre des sous-marins au Pakistan et des corvettes à l'Arabie Saoudite. L'enjeu est de taille, 826 millions d'euros de contrats pour les seuls sous-marins pakistanais. Pour faciliter ces négociations, des intermédiaires sont commissionnés. Ils versent notamment des pots de vin, à l'époque une pratique légale. Deux de ces intermédiaires, Ziad Taqieddine et Abdulrahman El Assir, perçoivent 33 millions d'euros pour le contrat pakistanais. Ils encaissent 85% de cette somme via une société écran luxembourgeoise, avant même la signature du contrat. Une pratique inhabituelle qui intéressera le juge d'instruction Renaud Van Ruymbeck. Une partie des commissions versées aux intermédiaires serait revenue de manière occulte en France. Des rétrocommissions, illégales cette fois, qui auraient servi à financer la campagne présidentielle d'Édouard Balladur en 1995. Campagne dont Nicolas Sarkozy était le porte-parole. Mai 1995, Édouard Balladur est battu, Jacques Chirac, président, met fin aux commissions pakistanaises. En mai 2002, les employés de la DSN assemblent le sous-marin Saad à Karachi lorsque survient l'attentat. Donc voilà comment, pour financer une campagne politique, il y a eu des répercussions sans nom. Ce dossier a été une affaire d'État. Nicolas Sarkozy et Édouard Balladur peuvent se sentir chanceux de ne pas avoir été condamnés dans cette affaire. Parce que les répercussions ont été dommageables pour de nombreuses familles françaises qui n'avaient absolument rien demandé. Nicolas Sarkozy est soupçonné d'avoir financé une partie de sa campagne présidentielle grâce à des fonds venus du régime de l'ancien dictateur libyen Mouammar Kadhafi. Comme vous pouvez le constater, les différentes affaires qui sont reprochées à Nicolas Sarkozy tournent quasiment toutes sur une seule thématique, le financement de campagne ou de son train de vie. Ce dossier complexe ne comporte pas de preuves indiscutables de financement occulte, mais il y a quand même un faisceau d'indices graves et concordants, de nombreux témoignages, des éléments financiers, des documents. Sarkozy a été mis en examen pour corruption passive et financement illégal de campagne électorale, ainsi que de recel de fonds publics libyens. Et pour finir, association de malfaiteurs. Comme c'est souillant pour un ancien président de la République. Association des malfaiteurs. Ça la fout mal.
Plusieurs de ses proches collaborateurs sont également suspectés dans ce dossier. Par exemple, Claude Guéant et Brice Hortefeux, qui eux aussi ont de nombreuses poursuites judiciaires au Basque et même déjà des condamnations. Ils ont donc été mis en cause. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy est toujours mis en examen. Le procès est prévu pour courant 2024. Au plus tard, printemps 2025, il devrait normalement être jugé dans ce dossier de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Et vous voyez, si Nicolas Sarkozy a réellement eu une responsabilité dans ce dossier, on peut se demander si la guerre qu'il a provoquée en Libye ne découle pas de ce financement politique, par exemple. Est-ce qu'il n'a pas fallu faire taire Mouammar Kadhafi, parce que une fois que la rébellion est née à Tripoli, Mouammar Kadhafi et son fils ont commencé à parler. Disent-ils la vérité ? Cette guerre que Nicolas Sarkozy a promue et organisée et qui a fait de la Libye jadis un pays prospère, aujourd'hui un pays failli, et quand vous voyez les conséquences qui en découlent, il y a énormément de questions à se poser. Si le Sahel aujourd'hui est une zone déstabilisée, c'est à cause de la guerre en Libye. Si le Mali, le Niger et le Burkina Faso et tous les autres pays du Golfe de Guinée sont aujourd'hui en prise avec le terrorisme, on le doit également à l'intervention voulue par Nicolas Sarkozy en Libye. Si des milliers de gens sont en train de mourir en Méditerranée, c'est encore de sa faute. Et la cerise sur le gâteau, c'est si tout ça a été fait pour faire taire Kadhafi, qui aurait pu mettre donc à nu Nicolas Sarkozy, les amis, ça en dirait long sur sa moralité. Et d'ailleurs, la CPI qui est si diligente pour les criminels africains ou ceux qui viennent d'Europe de l'Est, là dans ce type de dossier, on ne l'entend absolument pas. Dans cette affaire, il s'agit d'un financement illégal de campagne électorale, pour ne pas changer, où Nicolas Sarkozy, en 2012, pour sa deuxième campagne présidentielle, a demandé à la société qui s'occupait d'organiser les meetings, donc Big Malion, de trouver un moyen, un système de fausses factures pour pouvoir faire en sorte de ne pas exploser les plafonds de campagne qui sont imposés par la loi. Fin mars, quand Franck Attal réclame son dû, il est convoqué à l'UMP, dans le bureau de Jérôme Lavrieux. Le directeur adjoint de la campagne lui aurait alors proposé une combine à peine croyable. Jérôme Lavrieux me dit, écoute, on a un sujet, voilà, on a dépensé beaucoup d'argent, on a fait beaucoup de meetings, plus que prévu, et on a un plafond dans les comptes de campagne qui va être très vite atteint, et donc on va pas pouvoir continuer comme ça. Donc moi, au début, je ne comprends pas, je dis, oh, oui, donc faut arrêter les meetings. Et là, la discussion, ouais, non, on va pas arrêter, il faut qu'on continue, on peut pas, il faut faire des meetings, c'est important, etc. Donc vous allez vous déplacer la facturation. Et là, sincèrement, je comprends pas au début. Je lui dis, c'est-à-dire déplacer la facturation. Il dit, vous nous livrez les meetings dans les formats habituels et il y aura une partie de la facturation liée au meeting que vous allez facturer à l'UMP. Et du coup, ça nous permettra de tenir la ligne du compte de campagne. Vous réalisez que c'est grave ou pas dès le début? Je réalise que la demande est folle et grave. C'est-à-dire, j'ai une sensation qui me dit, t'es piégé. Pourquoi exactement, je sais pas bien. Mais je sens qu'il y a un problème grave qui va commencer. Nicolas Sarkozy, à cette époque, était en retard dans les sondages et à seulement 2 mois du premier tour, il a misé sur une campagne présidentielle éclair pour battre François Hollande. Nicolas Sarkozy a prévu d'organiser une quinzaine de meetings à la base, mais le rythme s'est très vite emballé. Rappelez-vous par exemple de celle de Villepinte ou encore celle de la Concorde. Au total, Nicolas Sarkozy a prononcé 44 discours en 2 mois et demi, soit à peu près 4 discours par semaine. Pour organiser la plupart de ces meetings, il a fait donc appel à cette société, celle dont je vous parlais, Big Malion et sa filiale Eventessi, qui travaillait déjà avec l'UMP. Les enquêteurs ont découvert que le montant maximal de dépenses autorisées, 22,5 millions pour être précis, avait été allègrement dépassé, atteignant quasiment le double, 42 millions d'euros. Le gap qu'il y a, est-ce que vous vous en rendez compte? Eventessi a accepté de sous-estimer le montant des factures des meetings. Les sommes restant à payer ont été endossées par l'UMP. Et donc, elle a organisé des événements fictifs au prix artificiellement gonflé. Voilà comment, selon lui, ont été cachées les dépenses excessives de la campagne de Nicolas Sarkozy. En fait, chaque prestation a 2 prix. En bleu, le prix Attal, réel. En blanc, à gauche, le prix spécial compte de campagne, sous-évalué. Post vidéo, prix de vente, on est à 236 000 euros.
pour 30 397 € sur la facture meeting. Le gradin, là on a un poste prix de vente à 25 467 et là 3 280. La direction photo, prix réel donc à droite 4 500 €, prix fictif sur la facture du meeting 600 €. Des tarifs divisés par 7. Pygmalion aurait inventé la machine à faire des super meetings au prix d'une kermesse. Donc on a fait des fausses factures en termes d'intitulé et libellé, mais réelles en termes de prestations fournies. Les fausses factures, les voici. 18 millions d'euros de conventions bidons payées en douce par l'UMP pour compenser les ristournes fictives de Pygmalion. Jérôme Lavrieux est le seul à reconnaître cette fraude, qu'il appelle ventilation. Comme le montre ce document, Jérôme Lavrieux a signé ce jour-là un engagement de dépenses de 2,1 millions d'euros de l'UMP vers Pygmalion. Le paiement de 11 conventions qui n'ont jamais eu lieu, mais ont coûté très cher. Une fausse réunion sur la justice à 197 000 €. Une autre sur les valeurs à 196 000 €. Ou encore une sur les ultramarins de l'Hexagone au même tarif. 3 fausses factures qui pourraient permettre de rembourser à Pygmalion les 670 000 € non déclarés d'un meeting comme Marseille. Dès le milieu de la campagne, cette double facturation aurait ainsi permis le financement occulte de tous les meetings présidentiels, en toute connaissance de cause. Tout était bon pour camoufler le dérapage de la campagne présidentielle de 2012. Et Nicolas Sarkozy a toujours nié sa responsabilité dans cette affaire. Il a dit que lui, il dirigeait la France, il n'avait pas le temps de s'occuper des détails, qu'il a délégué. C'est toujours les autres, ce n'est jamais lui. Cet argument est fallacieux. Nicolas Sarkozy, qui participe à des campagnes présidentielles quasiment depuis les années 70, ne peut pas venir nous faire croire que 44 meetings ont été organisés et qu'il ne savait pas quel était à peu près le coût, d'autant plus que ces meetings avaient des options plus que coûteuses. On a livré quelque chose avec un niveau de qualité extrêmement poussé qui imposait des matériels et des moyens humains très importants. C'était effectivement très lourd et de fait coûteux. Villepinte, plus qu'un meeting, une super production. 70 000 militants électrisés, un écran hors norme de 120 mètres de long, une scène de rockstar, avec invités et vedettes et chauffeurs de salle. Pour écraser la concurrence, Nicolas Sarkozy se pose en chef d'État et affiche sa puissance. Et lorsqu'on sait en plus que Nicolas Sarkozy est avocat, lorsque tu contresignes tes comptes de campagne, ta responsabilité est engagée. Donc même si tu ne le savais pas, tu devais savoir. Ça faisait partie de tes responsabilités de savoir exactement ce qu'il se produisait. À minima, Nicolas Sarkozy a été négligent. À maxima, il est d'une moralité sujette à caution. Le procès Pygmalion est censé normalement se tenir prochainement. Je crois que dès le printemps 2024, il devrait donc passer devant les tribunaux. 2024 va être une année très chargée judiciairement pour Nicolas Sarkozy. Il va vraiment passer de salle d'audience en salle d'audience. Ça va être un délire. Nicolas Sarkozy, dans ce dossier, a été reconnu coupable de corruption et il a été condamné à 3 ans de prison, dont un ferme avec bracelet électronique à domicile. Donc on ne veut pas le mettre en prison, ils ont essayé de l'arranger. Quoique je crois qu'en dessous d'une certaine peine, c'est d'office aménageable et tu ne vas pas en prison. Je crois que c'est cela. Dans ce dossier, la justice lui reproche d'avoir tenté d'obtenir d'un magistrat à la Cour de cassation, Gilbert Azibert, donc d'où le nom Azibert Bismuth, des informations secrètes issues d'une autre affaire le concernant, le dossier Bettencourt, dont je vous ai parlé en tout premier. En échange de ce service, Nicolas Sarkozy avait promis intervenir en faveur du magistrat pour qu'il obtienne un poste de prestige à Monaco. L'accusation se fonde sur des écoutes téléphoniques de conversations entre Nicolas Sarkozy et son avocat, Thierry Herzog, ténor du barreau français, sur une ligne officieuse, 2 téléphones prépayés achetés sous le nom donc de Paul Bismuth. Ce serait presque risible.
comme deux vulgaires dealers. Un ancien président de la République française et un ténor ont été surpris à avoir des conversations sur des téléphones qu'ils ont achetés dans des taxiphones et qu'ils ont fait endosser sous le nom d'autres personnes. Et je crois que ce Paul Bismuth était un camarade d'école de Nicolas Sarkozy. C'est petit. Et d'ailleurs, la présidente de la Chambre, Sophie Clément, celle qui a jugé Nicolas Sarkozy, a considéré que les délits qui lui étaient reprochés sont d'autant plus graves qu'ils ont été commis par un ancien président de la République garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il s'est totalement assis sur toutes les valeurs et sur la sacralité des fonctions qu'il a occupées. Son nom ne doit pas apparaître dans ce genre de dossier, voire dans aucun autre dossier. Son avocat, maître Thierry Herzog, a lui aussi écopé donc de la même peine, 3 ans de prison avec 1 an de bracelet électronique et une interdiction d'exercer donc son métier d'avocat. Vous vous rendez compte des répercussions? Ce sont pourvus en cassation, donc le pourvoi en cassation est suspensif, les peines ne seront pas exécutées tout de suite. Et d'ailleurs même c'est ça un peu le problème de la délinquance en col blanc. Vu qu'on a les moyens et vu qu'on connaît ses droits, on a la capacité de pouvoir se faire défendre par les meilleurs avocats, mais surtout on va pouvoir faire en sorte de repousser les échéances encore et encore. Parce que donc là, il y a eu première instance et cour d'appel, ensuite la cour de cassation. Après la cour de cassation, ils sont prêts à aller jusqu'à la cour de justice européenne. Donc vous voyez, ils ont le temps pour eux. Parce que à force, lorsqu'on va arriver au dernier échelon, d'autant plus que la justice ne se fait pas aussi rapidement que cela. C'est plusieurs années. Et Nicolas Sarkozy a 60 ans. Donc le dernier échelon, par exemple, arrivera, il aura peut-être 75 ans. Et on dira, on va quand même pas enfermer un papy. Et voilà comment il se sera totalement absous de ses responsabilités et n'aura jamais payé pour cela. On finit ensuite sur une affaire beaucoup plus récente, l'affaire Réseau Garantia. La justice s'interroge sur un virement de 500 000 € que Nicolas Sarkozy a reçu en 2020 dans le cadre d'un contrat de conseil auprès du groupe russe d'assurance Réseau Garantia. Et donc selon Mediapart, qui a révélé l'affaire, au début de 2021, si je ne dis pas de bêtises, la justice cherche à vérifier si l'ancien chef de l'État a seulement agi comme consultant, ce qui est totalement légal, ou si ce serait adonné à des activités de lobbying potentiellement délictueuses pour le compte d'oligarques russes. Et la question se pose tellement que son ancien Premier ministre, François Fillon, qui a été reçu au Sénat, où il a fait savoir que il est dorénavant un personnage privé et s'il a envie de travailler avec X ou Y, il a totalement le droit. Et même s'il veut aller... je vais même vous mettre un extrait, ça sera plus simple. Évidemment que c'est mon expérience d'ancien Premier ministre et d'ancien ministre qui est souhaitée quand je siège dans un conseil d'administration en Russie ou quand je siège dans une société d'investissement en France. Et d'ailleurs, je pense que ce serait quand même utile qu'on accepte de reconnaître que le fait d'avoir été pendant 5 ans chef du gouvernement vous donne une certaine expérience et pas seulement un carnet d'adresses comme je l'entends écrit si souvent. À partir du moment où j'ai quitté la vie publique, je veux le rappeler, je veux dire, je suis une personne privée et je mène ma carrière professionnelle comme je l'entends. Si j'ai envie de vendre des rillettes sur la place rouge, je vendrai des rillettes sur la place rouge. Non, monsieur Fillon, ce n'est pas parce que vous avez quitté la vie publique que vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Cette expérience, ce carnet d'adresses, vous l'avez eu parce que vous avez eu le privilège d'avoir eu des mandats et des fonctions prestigieuses pour lesquelles, d'ailleurs, on vous a grassement payé. Et ça implique donc que vous soyez loyal à la collectivité jusqu'au bout. Vous êtes tenu par déontologie à observer une certaine réserve, d'autant plus que, une fois que ces fonctions ont cessé, la collectivité vous verse une retraite plus qu'appréciable. Mais on a l'impression que ces gens en veulent toujours plus. Tout ce qu'il a amassé pendant sa vie active. N'oublions pas que François Fillon est député depuis l'âge de 27 ans. Et la retraite qu'on lui verse aujourd'hui ne lui suffit pas. On parle quand même de 10 ou de 12 000 € versés par mois. Et c'est les mêmes qui se réclament par exemple du général de Gaulle et qui, toute honte bue, s'érigent en parangon de vertu. C'est aussi valable d'ailleurs pour Nicolas Sarkozy. On a l'impression qu'avec eux, tout est conflit d'intérêts, pour ne pas dire intelligence avec des puissances étrangères, tout ça pour se payer des costumes chers à Nice et avoir un train de vie luxueux, fastueux et des résidences dans les plus beaux quartiers de Paris. Nos représentants ont-ils oublié d'être exemplaires?
Nicolas Sarkozy va peut-être pouvoir se sortir de ces différents dossiers, parce que, comme je vous le disais, ils ont les moyens et la capacité de faire durer les choses le plus possible. Mais pour élargir un peu le débat, celui qui va être concerné lui aussi, et on va certainement dans l'avenir faire quasiment la même vidéo, ce sera pour Emmanuel Macron. Principalement dans la vente de General Electric, qui a acheté une partie des activités d'Alstom. À savoir qu'Alstom produisait des turbines pour les centrales nucléaires. C'est une activité stratégique pour l'indépendance énergétique nationale. Macron pourrait être suspecté de haute trahison, tellement cette scission a fait prendre des risques incalculable au pays. L'État a dû même racheter à prix d'or cette activité à General Electric. Ces gens qui ont 5-6 cerveaux, qui ont fait les meilleures études du monde, ils ne vont pas nous faire croire qu'ils font des erreurs si grosses. D'autant plus que Arnaud Montebourg, qui était ministre de l'Industrie à l'époque, a tempêté, a fait savoir que c'était risqué et dangereux. Ils l'ont fait taire pour au final venir nous raconter des bêtises. Macron était il n'y a pas si longtemps dans l'Est de la France où il disait que c'est pas moi. Je n'étais que conseiller d'Hollande. Hollande a pris la décision, mais Hollande dit aujourd'hui qu'il s'en est remis son expertise. Et donc vous voyez qu'en plus, il n'a même pas le courage d'avouer si par exemple c'était une erreur innocente, de venir dire que oui, je suis désolé, on a fait une erreur et je m'en excuse. Non, ce n'est pas moi. De toute façon, on a l'impression que ce n'est jamais de leur faute. Il y a toujours des explications. Quand vous voyez par exemple l'interview fleuve que Nicolas Sarkozy a donnée hier au Figaro, je ne baisserai pas les yeux, je n'ai pas honte. Mais frérot, quand il fallait taper sur les Noirs ou les gens qui vivaient de cité et dire que la justice allait être implacable, quand elle s'applique à vous, c'est toujours une machination. Pourquoi toujours ce 2 poids 2 mesures? Et pour finir sur Macron, on le suspecte dans ce dossier, donc General Electric Alstom, mais aussi sur le fait qu'il a déroulé le tapis rouge à Uber contre une participation financière à sa campagne électorale de 2017, sans même parler de McKinsey, qui a mis à disposition des consultants pour organiser cette campagne présidentielle, donc celle de 2017, contre des marchés publics une fois qu'il est devenu président de la République. Et ces 2 dossiers vont coûter cher parce que là on parle de décisions qu'il a prises quand il était soit secrétaire général adjoint de l'Élysée, soit ministre de l'économie. Donc il peut être poursuivi pour ça. Ce qui s'est passé pendant le Covid, il était déjà président, donc l'immunité. Les ordres donnés à la police et donc tous les émasculations, les gens qui ont perdu leurs bras, qui ont perdu un œil, là l'immunité jouera aussi. Mais il y a de nombreux dossiers sur lesquels la responsabilité de Macron peut être engagée. Si vous le souhaitez, on peut prendre les paris même dès maintenant. Quand Macron quittera l'Élysée, il passera beaucoup de temps dans les tribunaux pour les actes qu'il a posés justement avant qu'il n'entre à l'Élysée. Et manque de chance pour lui, Macron est très jeune. Donc contrairement à Chirac ou à Sarkozy, on ne pourra pas utiliser l'alibi de la sénilité pour l'absoudre. Donc sa fin, ça risque d'être assez drôle, assez comique, surtout quand vous le voyez aujourd'hui rouler des mécaniques. Dans 10-15 ans, les amis, je suis quasiment certain que la donne aura totalement changé. Et pour ça, j'ai confiance en la justice française et dans les journalistes indépendants. Mediapart, le média par exemple, quand ils ont un os à ronger, ils lâchent pas. Hein. Donc je suis quasiment certain qu'on va avoir des vidéos comme ça encore à l'avenir sur ce type de sujet, sur ces personnalités publiques qui sont censées nous représenter. Mais on a comme l'impression leur intégrité morale n'est pas importante. Ils sont là pour faire des affaires, ils sont là pour faire de l'argent. Le sacerdoce qu'avaient les politiques d'antan, aujourd'hui, c'est une vue de l'esprit. Donc voilà, c'était mon exercice de la semaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Laissez-moi vos avis en commentaire. Partagez la vidéo massivement autour de vous. Venez me suivre sur mes réseaux sociaux, SW Decrypt. Et je vous dis donc à la prochaine pour un prochain contenu. C'était votre gars SW. Peace out.